C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jeu d'Antoine. Alors dans les jeux précédents, il y avait un certain déséquilibre entre vous. Et ce que j'ai fait pour essayer de rétablir l'équilibre, c'est que j'ai choisi un domaine dans lequel vous êtes tous les deux mauvais a priori. D'accord. Et surtout, je suis allé chercher des trucs obscurs. C'est surtout ça l'idée. Donc normalement, tout le monde est à peu près mauvais, à moins d'être vraiment un expert. L'idée, c'est qu'on va partir sur les jeux de cartes à jouer et à collectionner. Oh. Et dans différentes thématiques, je vais vous nommer des choses et vous allez devoir me dire si ça existe ou si je l'ai inventé. Vous avez donc chacun un petit jeton existe ou invention. Ok. Je vais nommer et vous allez prendre le petit papier, le montrer et vous allez pouvoir ici marquer votre propre score parce que je sens que je vais oublier le score au fur et à mesure. D'accord. Et donc je m'en prémunis. Ok. Mon Dieu. Il y a 3 catégories. La première catégorie, ce sont les extensions de Magic Beyond Universe. Okay. Ce sont donc ces extensions de Magic qui sont basées sur des licences. Et là j'ai choisi des licences basées sur des séries télévisées, animées ou filmées. D'accord. Ok. On commence avec donc Magic Walking Dead. Ok, et on fait quoi? Bah vous montrer. Invention. Mais ça existait Magic Walking Dead. On a Donc zéro bah là pour l'instant vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit. Je sens qu'il va pas être facile ce jeu. Magic Beyond Universe Arcane. Arcane de League of Legends. Ah oui, d'accord. C'est bon, vous la voyez. Oui, oui. Invention et invention. Eh ben ça existe, figurez-vous. Mais non. Si, c'est juste que, pas en France, mais aux États-Unis, oui. Ça. Eh oui. Même chose pour Walking Dead, on l'a pas eu a priori en France. Ah bah voilà, moi selon je me mes base connaissances. sur la France. Ouais, bien sûr. Magic Beyond Universe Adventure Time. Ce serait tellement bien. Je vais partir sur ça. On a invention et invention. Vous croyez rien du tout dans ce que je vous dis. Et bien pour le coup, vous avez raison. Ça n'a jamais existé. C'est trop dommage, c'est le seul qui aurait dû. On est sur une égalité parfaite. Rien, hein. Bah si tu veux, mais voilà, Oui. ça équivaut à rien du tout. Hein. Ok. Magic Beyond Universe Stranger Things. Existe, et ben oui ça existe, voilà je suis particulièrement déçu. Et donc on va monter la difficulté d'un cran, puisqu'il y a égalité absolue entre vous deux, avec des noms de Pokémon, et je suis pas allé chercher dans les 150 premiers. Ah oui, Bah oui, bien sûr. Ok, on est plutôt dans les dernières générations. Est-ce que Gamomax existe ou est-ce que je l'ai inventé? Gamomax, G-A-M-O-M-A-X. Gamomax. Gamomax. Eh bien, je l'ai inventé. Un point pour Alex, ça n'existe pas, Gamomax. J'ai vérifié, je me suis dit, ça se trouve, ça existe et je ne sais pas. Et non, C'est un ça Pokémon n'existe pas. pierre, c'est un Pokémon électrique. Ouais, écoute, je te laisse le loisir de l'inventer. C'est Ok. pas très malin d'avoir fait Est-ce que BK Glaçon existe? B-E-K-A, puis Glaçon, en fait, BK Glaçon, quoi. Vraiment comme ça se prononce, mais avec un K. Existe. Il existe. Vous le connaissez, BK Glaçon? Non. Mais il y avait C'est un BK canard. et Glaçon. C'est un canard à tuer de la glace. C'est. Oui, ouais. Je suppose, je suis pas allé vérifier. Si c'est pas ça, on serait quand même particulièrement surpris. Oh, Alex, je te rajoute du travail, mais essaye d'aller chercher des images de Becca Glacier. Ouais, bah, Être là. Je pourrais également peut-être aller chercher des images de briochien. Briochien. B-R-I-O, chien, enfin briochien quoi. Alors ici on a existe et existe. Ouais. Briochien existe effectivement. Ah, yes. Bien vu. Maintenant, je fais la différence avec ton invention en Ouais, fait. ouais. Je suppose que c'est une brioche mélangée Chien. avec un Chien. chien. Bah, ouais. Ça peut être mignon. Ça dépend comment c'est fait. Voilà. Est-ce que Exomite existe? Exomite. Exomite. E-X-O-M-I-T-E. Exomite est une invention, effectivement. Exomite, Effectivement, ça ça- n'existe pas. J'aurais bien vu en mode un peu Onyx, tu vois. Mais c'est une avant-évolution de Onyx. C'est genre possible, Exomite. je sais, avec des ailes. Ou alors l'avant-évolution d'Amonita, tu vois. Un truc comme ça. Je ne sais pas. On va monter encore d'un cran. Ok. Puisque là, pour l'instant, il y a juste un point pour Alex. Ouais. Avec des extensions de Yu-Gi-Oh! Oh mon dieu. Ah, eux, c'est les pires. Est-ce C'est pas une que chose. l'extension Le Seigneur de la Galaxie Tachyon existe? S'il existe, celui-là. Invention et invention, ça existe enfin! Les Seigneurs de la Galaxie Tachyon! Oh là 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 là. Bon. Par contre, est-ce que les combattants du Vortex, ça existe ou est-ce que ça je l'ai inventé? Il est tentant celui-là quand même.
Les combattants du vortex. Les combattants du vortex. Bon, moi je pensais une invention. Nous avons invention, nous avons existe. Je l'ai complètement inventé, les combattants du vortex. Je te crois sur parole, c'est fou, hein. Ah, c'est pas facile. Vraiment, on a gardé le plus dur pour la fin. L'Alliance des Anges. Sobre. Ah là, celui-là, l'Alliance des Anges, il est pas mal quand même. Allez. Existe, je l'ai inventé, l'Alliance des Anges. Il était un peu trop simple. Ça n'existe. Ouais, mais il y a des fois, ils font des trucs simples. Des fois, ça n'existe pas. Moi-même, je me perds avec. C'est vrai qu'il a l'air crédible parce qu'il est sobre et on se dit. C'est vrai que des fois, ils font des extensions un peu sobres. L'impact des cyberténèbres. Ah, celui-là, mais non, c'est sûr. Existe, il n'y a aucun doute, il existe. L'impact des cyberténèbres existe. On termine avec un 2-0 pour Alex. Félicitations, c'était vraiment pas facile. On passe à la vidéo. Coucou YouTube, coucou Alex. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Il y a déjà une intro. En fin de vidéo, vous aurez un focus sur Shaparder, un petit jeu qui pourra vous rappeler des mécaniques déjà connues, mais avec un nouveau design très très cool. Maintenant, nouveauté, le fameux Harmonize, oui, très très attendu depuis Cannes, vraiment, tout le monde en parle, de chez Libellude par Johan Benvenuto. Alors, il faut que je trouve absolument l'illustrateur parce que c'est vraiment un génie. Illustrateur ou une illustratrice, je ne sais plus, mais c'est pas marqué. Si, ah, tu vois, Maeva da Silva. Voilà, magnifiques illustrations, il va falloir quand même le dire. À partir de 10 ans, 30 minutes de jeu, 1 à 4 joueurs. On a déjà fait un focus là-dessus avec Antoine, que vous pouvez aller retrouver. Je vais essayer de un peu moins rentrer dans les détails, parce que les vidéos du vendredi ne sont pas non plus censées être des focus. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu assez calme, très satisfaisant, de pose de tuiles et de réalisation d'objectifs. Voilà, chacun va avoir son petit plateau qui au départ est vide et on va récupérer des petites tuiles de différents types de paysages à agencer sur son plateau. La prise, déjà comment faire des points de victoire en fonction des types de paysages. Vous avez tous un petit récap de points. Chaque paysage va scorer un peu différemment, faire plein côte à côte, les empiler, etc., etc. Vous allez aussi récupérer des animaux en fait qui sont ces cartes-là que vous allez mettre au-dessus de votre petit plateau et qui vont vous donner des points si vous réalisez leurs conditions. En gros, que vous leur faites un habitat cool et qu'ils aiment rester chez vous. Exactement. Voilà, ça c'est les deux moyens de faire des points de victoire. Un tour est très simple. Vous avez une action obligatoire qui est de récupérer des jetons sur le plateau central. Ça fait très penser à Azul, comme les fabriques. Vous choisissez un des spots et vous prenez tout ce qu'il y a dessus et vous les agencez sur votre plateau comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez ne pas les mettre adjacents, il n'y a pas de souci. Vous avez juste pas le droit de les mettre sous des jetons déjà positionnés et par-dessus des jetons où il y a déjà des petits cubes animaux. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est à peu près les seules contraintes qu'il y a. Une fois qu'on a positionné nos petites tuiles, hop, on re-remplit au pif l'emplacement où on a pris nos jetons. Et aussi, on a le droit de prendre des cartes animaux dans le marché. Il y en a toujours 5 affichées. Ça, c'est une action facultative que vous pouvez faire au début de votre tour ou à la fin, comme vous voulez. Vous en prenez une et vous la mettez devant vous. Vous voyez que vous avez que 4 emplacements, vous ne pourrez pas donc en prendre un 5e. Vous y mettez aussi des petits cubes animaux, autant qu'il y a de petits emplacements ici. Hop, et ça va vous faire des points plus tard si vous réalisez les objectifs. Ok, maintenant je vous ai fait un tour de jeu. Le cœur lui-même du jeu, c'est quand vous agencez justement les petits jetons. Alors, Alex, tu m'as fait une mise en place qui était censée marcher du feu de Dieu si je prenais ce petit tas. Exactement. Voilà. Imaginez, je prends ce petit tas. Je vais mettre le lot ici. Vous voyez, là, une des conditions qui est des canards, il me semble, là, c'est des canards. Ils veulent que vous fassiez une maison, donc qui est un socle soit gris, soit en tuiles, soit en bois, et qui est bien un toit rouge, à côté d'une rivière. Alors, vous voyez, on avait déjà fait une fois. Et c'est bien marqué sur la carte, quand vous le réalisez, vous mettez un petit cube orange sur la rivière. Oui. Donc du coup, ça veut dire que cette rivière m'a déjà servi pour ce combo. Mais je viens de mettre cette nouvelle rivière qui est, encore une fois, la bonne condition pour ça. Donc du coup, les cubes qui me restaient, parce que je l'ai validé aussi ici, vous voyez,
hop, et ben j'en enlève un troisième, voilà, donc je l'aurai validé 3 fois à ce jour, et en fin de partie, pour l'instant, j'aurai 8 points. Oui. Si j'arrive à la valider encore une dernière fois, bon là c'est un peu complexe, il faudrait que je fasse une maison ici, comme ça pourrait bénéficier avec ça, et ben j'ai récupéré tous les petits points, je l'enlève de mon haut de plateau, ce qui libère une nouvelle place, et je la mets sur le côté, voilà, elle est validée, en fin de partie, elle me rapportera le maximum de points. Exactement. Ok. Comme vous avez vu, une seule pile, enfin un seul jeton peut servir pour plusieurs combos du moment qu'il n'a pas servi à avoir un petit cube. Et c'est en fonction des objectifs, ils vous diront de mettre les cubes à différents endroits. Par exemple ici, la petite prairie, même si je refais une pile de montagne à côté, je ne pourrais pas l'utiliser. Parce qu'il faudrait que je mette un cube jaune dessus et il y en a déjà un, donc je peux pas. Il faut que je prenne plutôt de la forêt pour que je la mette. Et ben non, ça marche même pas. Là, tu commences, mais après tu mettras de la pierre. Parce qu'il faut que ça ressemble exactement à ça. Donc là, on est d'accord qu'il y en a deux, mais ils sont pas du tout dans le même. À côté, Donc il faudrait que ce soit comme ça. Exactement, ça marche. Voilà, au fur et à mesure. Donc bien évidemment, plus leurs conditions sont compliquées, plus ils vous rapporteront de points. Voilà, ça c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire finalement. Oui. Par contre, après vous avez des petits modes de jeu. Alors attention, Apocalypse, voilà. Vous avez un plateau recto-verso avec des petits scorings différents. Donc pareil, votre petit récap de jeu, hop, vous le tournez, c'est magnifiquement bien fait. Vous aurez des scorings différents, la rivière va plus scorer pareil, etc. etc. Voilà, petit résumé. Les arbres, plus vous les faites hauts, avec bien évidemment des frondaisons au-dessus, plus vous avez de points. Les chaînes de montagne, plus elles sont hautes et plus elles sont longues, plus ça fait de points. Les champs, c'est cool si ça fait un grand champ qui se touche. Et les petits bâtiments, s'ils ont plein de paysages différents autour d'eux, ils sont contents. Les gens, ils ont un peu de prés, de forêts, de rivières. Enfin voilà, les humains, ils sont contents. Et les rivières, faut la faire la plus longue possible qui se touche. Voilà, ça c'est le truc de base. Derrière, c'est un peu différent. Et enfin, vous avez un petit module avec des esprits qui sont très particuliers. Tu m'as pas sorti les petits cubes transparents. Pas sorti les petits cubes transparents. En fait, eux, ils ont des cubes spéciaux qui sont pas orange. Ils ont juste un cube transparent. Oui. Voilà, c'est pour faire la différence. Il y en a qu'un certain nombre dans la partie. Vous les sortez pas tous. Oui. Vous pouvez, enfin, ils vont quand même rentrer dans votre maximum de place là-haut. Et ils ont vraiment des conditions un peu particulières. Et vous voyez, vous y mettrez le petit cube transparent dessus et non pas orange. Voilà, c'était Harmonise. J'espère que je n'ai rien oublié parce que des fois ça m'arrive. Je laisse la place à Antoine. Hello, coucou, bonjour tout le monde. Cette semaine, on a reçu Wonderlands War, un jeu Lucky Luck Games, un jeu de Ben Eisner, Tim Eisner, Yann Most et Manny Tremblay qui vient avec son petite extension folie éclatante. C'est un jeu de bagarre, de guerre, dans une ambiance Alice au Pays des Merveilles, donc pour 2 à 5 personnes. Évidemment, comme tout jeu d'affrontement pur comme ça, plus vous serez nombreux et mieux ça ira. En tout cas, à 2, clairement, ce ne sera pas la meilleure configuration, mais dès 3 joueurs, ça va être intéressant. Ils nous disent 30 minutes par joueur. Ils nous disent à partir de 14 ans. Nous, on le vend à 75 € et la petite extension à 15 €. Voilà pour toutes les infos chiffrées. On va vous parler du jeu rapidement maintenant. Énormément de matériel, un grand plateau. C'est un jeu dans lequel on va devoir faire des points. Et pour faire des points, il y a 2 moyens principalement. Il va y avoir 5 zones pour lesquelles on va se battre, et le fait d'asseoir votre domination sur chacune des 5 zones, ça vous fera gagner des points en jeu. Ça va être vraiment le cœur du jeu. Mais également, vous allez avoir des cartes de quête. Vos cartes de quête sont divisées en 2. Il y a la partie supérieure qui vous indique comment vous allez gagner des points en jeu. Il faudra faire des choses, des actions bien particulières pour dire ok, là je viens de faire ça, j'ai validé ma quête, ça vous fera gagner des points en jeu. Mais il y a également la partie inférieure de votre carte de quête qui va vous indiquer comment gagner des points en fin de partie, selon bien sûr tout un tas de conditions particulières. Si vous arrivez à faire la partie supérieure et inférieure de votre carte de quête, vous allez gagner encore plus de points. Donc le jeu veut vraiment que vous fassiez les quêtes. Ça va les rendre assez intéressantes et on ne va pas se focaliser uniquement sur la guerre. Bien que, c'est le cœur du jeu à nouveau, donc vous allez voir que c'est très important. 3 manches. Chaque manche est divisée en 2 phases. On va avoir une première phase où on va aller récupérer des cartes ici, une deuxième phase qui sera la phase de guerre. On incarne chacun un personnage bien connu du roman. Et donc il y a Alice, il y a la Dame de Cœur, il y a le Chapelier Fou et je crois qu'il y a le chat du Cheshire. Je crois qu'ils sont tous là. Ils sont asymétriques. On a
un petit plateau comme ceci. On ne les voit pas très bien les plateaux, c'est dommage, mais ils sont très asymétriques. Et sur notre plateau, on va avoir récapitulé tout leur fonctionnement. On va avoir tout un tas de choses à débloquer durant le jeu. On débloquera pas tout à chaque partie. Vous allez voir que le jeu a quand même une grosse rejouabilité. Il y a pas mal de variations à ce niveau-là et à d'autres niveaux que je vous expliquerai à la fin. On a donc chacun son personnage. On va attaquer la phase de thé. Lors de la phase de thé, on voit ici qu'il y a la table où est servi le thé. Il y a tout un tas d'assiettes en face de chaque assiette. On va y disposer des cartes. On a un point de départ, on va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, mon personnage, dans le sens horaire, je peux le faire avancer d'autant de cases qu'il me sied, et je m'arrête en face d'une carte et je vais récupérer la carte en question. Sur cette carte, il peut y avoir tout un tas de choses, notamment des jetons qu'on va ajouter dans son petit sac. Oui, car c'est aussi un jeu de backbuilding, donc un jeu de construction de sacs ou de sachets, ou même un jeu de construction de poche, on dirait à Bordeaux, n'est-ce pas Alex? Tout à fait. Tu es d'accord avec ça? C'est bien la première fois. Bien sûr. Et on pourra aussi récupérer des améliorations pour notre plateau individuel, et on pourra récupérer des petits meeples qui vont se battre pour nous. On va faire ça jusqu'à récupérer 4 cartes chacun. Alors là, vous allez vous dire, on peut avancer d'autant de cases qu'on veut. Du coup, où est vraiment l'intérêt? Il y a quand même un petit piège, c'est que évidemment, si vous allez récupérer une carte qui est relativement loin, parce que vous n'avez pas envie de vous la faire piquer, vous n'avez pas envie de temporiser, vous allez faire avancer votre personnage d'autant plus. Et en fait, à chaque fois que vous faites un tour complet de table, vous allez jeter un petit dé qui va vous rajouter des petits jetons de folie. Les jetons de folie sont là vraiment pour vous pourrir votre jeu, parce que quand vous allez les tirer, ils vont vous faire virer des petits meeples justement. Donc ça peut vraiment se retourner contre vous. Et en plus de ça, si vous êtes le joueur qui a le plus de folie, vous faites encore plus massacrer. Donc voilà, il y a vraiment un petit timing à aller chercher. Est-ce que je vais vraiment chercher les cartes qui m'intéressent à tout prix, mais la folie me guette, ou je temporise, mais je risque de me faire voler les cartes qui m'intéressent? Il va y avoir vraiment tout un intérêt à ce niveau-là. On a récupéré nos 4 cartes chacun, et on va passer à la phase de guerre. Donc ici, 5 lieux, donc un qui est derrière, un petit peu caché ici, hop, 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 et hop. On va pouvoir aller donc y disposer, nos personnages ils vont apporter de la force, parce que pour gagner les points d'un lieu, il faudra avoir une force plus élevée que les autres joueurs. On va avoir potentiellement des petits meeples. Alors en fait, les petits meeples, ils vous autorisent à combattre, donc il vaut mieux que vous en ayez. Que vous en ayez beaucoup ou pas beaucoup, ça ne va pas changer votre force. En fait, tant que vous avez des personnages, des petits meeples sur chacun des lieux, ça vous autorise à combattre. C'est un petit peu vos points de vie. Ils sont là pour fighter, c'est un peu la chair à canon. Ils sont là pour faire bouclier en fait de votre corps. Vous pourrez aussi construire des châteaux. Les châteaux, ils vont vous donner un bonus en force, mais uniquement si vous êtes présent pour contrôler le château. Si le château est tout seul, ça sert à rien. Et donc, quand il y a plusieurs joueurs dans un même lieu, avec leur petit meeple, ça va lancer un conflit. Alors les lieux ne se résolvent pas dans le même sens à chaque manche, ça c'est intéressant. C'est un dé qui va porter un peu d'aléatoire. Donc on peut estimer que tel ou tel lieu, si on l'attrape en premier, ça va être plus intéressant pour nous, mais on n'en aura pas la garantie. On lance le combat, et là c'est un backbuilding. On va aller chercher dans notre sac simultanément, donc les gens qui sont concernés par le combat. Je tire un jeton, ce jeton il va avoir potentiellement une force qui est inscrite dessus, et il va potentiellement avoir un effet. Et là on touche à une des premiers aspects qui offre énormément de rejouabilité au jeu, c'est que à l'instar d'un charlatan de Balcastel, il y a des cartes qui vous indiquent les effets de chacun des jetons, et il y a tout un tas de cartes, ce qui fait que d'une partie sur l'autre, les jetons n'auront pas le même effet. Ça c'est vraiment intéressant. Ils vont vous donner donc une force, ils vont donner un petit effet bonus. Alors là j'ai envie de vous donner des exemples, mais je les connais pas trop. Vous savez quoi? On va lire ce qu'il y a marqué. Par exemple, on me dit que les flamants roses doublent la face du prochain jeton que vous placez sur votre piste de jetons actifs. Très malin. Par contre, dans votre sac, il y a des jetons, notamment des jetons de folie, qui vont vous faire défausser des petits meeples. Et ça peut se retourner contre vous, parce que quoi qu'il arrive, peu importe votre force, si vous n'avez plus de meeples, vous tombez à 0. Donc il faudra s'arrêter au bon moment. Il y a vraiment ce jeu de se dire, ok, là je m'arrête, je ne suis pas premier sur le contrôle du lieu, je pourrais passer premier, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et des fois il vaut mieux être deuxième et construire votre jeu en sécurité. Vous allez faire ça 3 fois donc 3 fois la phase de thé, 3 fois le combat, la rejouabilité, toutes les variantes de jeu, ça va être bien évidemment les cartes qui vont faire des variantes au niveau des pouvoirs des jetons, et évidemment le fait de jouer tel ou tel personnage vu qu'ils sont asymétriques. Par exemple, je vous parlais de la phase de thé où on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller récupérer les cartes qui nous intéressent, et bien Alice, elle tourne dans le sens opposé aux autres joueurs, et ça change pas mal de choses l'air de rien. Voilà pour Wonderland's War. Alex, tu y joues demain? Oui, en fait officiellement, du coup demain. En fait, je dis ça, mais au moment où la vidéo sort. Voilà, donc là normalement vous me voyez pas, si vous passez à la boutique aujourd'hui, je ne suis pas là, je suis en train de jouer à Wonderland's War,
Et est-ce que tu sais ce que rajoute éventuellement cette petite extension? Eh ben non, ça c'est le petit piège. C'est le petit piège, j'ai vraiment trouvé trop peu d'infos malheureusement. Et voici cette boîte. Elle est là, elle existe, elle est présente. C'est des nouvelles cartes et des nouvelles quêtes. Voilà, ce que j'ai compris. Des choses en plus. Du matériel. Je ne vais pas tenter de vous raconter n'importe quoi, mais voilà, évidemment, on s'en doute qu'on a des nouveaux types de jetons, on se doute qu'on a des nouvelles quêtes, etc. Et donc potentiellement, pour plus d'informations, revenez la semaine prochaine. Parce que du coup, je serai là et je pourrai vous expliquer comment ça potentiellement, tu auras joué avec l'extension. Oui. Tu es un gros chanceux. Nous avons reçu également cette semaine L'île au Forban, un jeu de Stéphane Anquetil. C'est un jeu Aurora. C'est de la gamme Pixel Adventures, donc c'est la première boîte. On suppose qu'il y aura plusieurs boîtes. Ça va durer plus ou moins 90 minutes, à partir de 10 ans. 1 à 4 joueurs, c'est recommandé. Nous, on l'a mis au rayon des jeux en solo, parce que ça s'y prête vraiment à jouer en solo. C'est aussi un jeu qui sera vraiment top si vous êtes 1, 2, 3 joueurs. Moi je trouve qu'à 4 ou 5 sur ce genre de jeu, on est un peu les uns sur les autres. Oui. Donc effectivement, je suis assez d'accord pour la limite à 4 joueurs. Hop là, que nous dit le dos de boîte? Il nous dit déjà que nous on va le vendre 17 €. Voilà, puisqu'on donne les prix désormais, vu que ça vous intéresse. Le dos de boîte va rien nous apprendre de plus. Non. Si ce n'est que, moi je vais pouvoir vous dire que c'est un jeu de enquête aventure, très inspiré des jeux de point and click. Alors des années 90, les jeux, comment ils s'appelaient, les LucasArts Interactive, tout ça. Monkey Island. Par exemple, trop bien Monkey Island, vraiment trop bien. On retrouve du coup dans le côté graphique un petit peu un rappel, hein, avec ce côté un peu pixelisé. Ici, on joue un personnage qui reçoit une lettre de son oncle qui veut lui offrir, comment on appelle ça? J'ai perdu les mots. Son héritage. Son héritage, c'est le mot héritage que j'avais plus du tout, merci beaucoup. Son héritage, mais pour ça, il faut qu'il se déplace sur une île au premier abord paradisiaque, mais en fait pleine de sombres secrets, et on va avoir un temps limité pour faire tout ça, parce que y a une tempête en fait qui arrive, donc il va falloir quitter cette île, sinon ça va être dangereux. En jeu, on n'a pas vraiment de temps, hein, même si il y a marqué 90 minutes ici. En fait, c'est un nombre d'actions. On a un nombre d'actions limité, chaque action va prendre du temps. Vous avez quelque chose comme 96 actions maximum pour arriver à terminer l'aventure. Probablement vous n'y arriverez pas du premier coup. Le jeu a une petite rejouabilité, mais franchement, une fois que vous l'avez fait une fois, a priori, vous n'allez pas y revenir tous les 2 jours. Et donc, ça va être très inspiré de ces point and click, ces jeux vidéo. Il y en avait énormément dans les années 80-90, où on avait nos petits personnages qui allaient se déplacer de lieu en lieu, qui allaient trouver des objets et allaient essayer de faire interagir ces objets avec le décor, principalement. Il y a d'autres mécaniques, mais celle-ci est vraiment centrale. Et donc, nous avons des cartes de lieux, de personnages, et nous avons des cartes d'objets, et via un petit système de chaînage d'icônes, hop là je vois cette icône, je viens y mettre une carte à côté, clac, et bien ça va me donner une résolution. Et des fois ça va me dire, ah, ça ne fonctionne pas, vous avez juste perdu du temps, ah, dommage. Et puis des fois on me dit, ok, alors tel objet avec tel objet, et bien ça vous débloque un nouvel objet, vous allez les associer, puis ça crée un nouvel objet. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir progresser dans l'aventure. Évidemment il y a les gros pièges aussi, hein. Donc il y a les petits pièges qui vont faire perdre un petit peu de temps, et puis il y a les gros pièges. En général, c'est vraiment quand vous prenez des décisions un peu débiles, un peu à côté de la plaque. Voilà donc pour Pixel Aventure, l'île du Forban. Hop. Ben nous on a marqué du Forban, tu vois, sur l'étiquette, mais sinon c'est au Forban. Je suis là pour une... alors, c'est le boîtage à l'américaine. Oui, c'est bon, c'est à l'endroit. La réédition de Atlantis. Je crois qu'avant, ça s'appelait juste Atlantis. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, Atlantis Rising, c'est un jeu coopératif de 1 à 7 joueurs à partir de 10 ans et pour 60 minutes à 120 minutes, donc long. Un peu à la pandémique, bien plus hardcore. C'est très dur à gagner et c'est beaucoup de synergie d'équipe avec en plus des personnages asymétriques. Donc c'est pour ça qu'on y retrouve un petit peu pandémique. On va y retrouver d'autres mécaniques qui peuvent faire penser à ce jeu iconique de coopération. Bon, déjà dans cette réédition, ils ont appelé Monsieur Dutré. Voilà, ça fait un magnifique visuel, bien plus moderne et très cool. Bon, on commence à le connaître très bien, Monsieur Dutré, mais c'est toujours très beau, hein, objectivement, il n'y a rien à dire. Du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire? Eh ben, l'histoire, c'est que l'Atlantide est en train de sombrer. Et vous allez essayer, pas de la sauver, parce que c'est un fait, ça va sombrer, mais vous allez essayer de sauver votre peuple en construisant... il est même pas sur le... Ah si, c'est bon, j'ai une mauvaise langue. En construisant le portail magique pour téléporter tout son peuple. Okay. Avant que la cité, la civilisation ne soit engloutie jusqu'au cœur de l'Atlantide. Parce que ici, vous allez avoir des petites péninsules qui, au fur et à mesure, vont se faire immerger. Un peu à la The Island, ça fait penser à ça. Et si à un moment, cette tuile centrale doit être immergée, on a tous perdu. Voilà.
On va chacun se distribuer des personnages avec leurs pouvoirs propres, donc ça fait pas mal d'asymétrie. Par rapport à la réédition, alors j'ai pas joué à l'ancienne, hein, je me suis juste renseignée. Les pouvoirs ont été un peu plus poussés dans le sens où y a des vrais avantages et des vraies particularités pour chaque personnage. Ce qui a été changé aussi, c'est que vous allez avoir, au lieu de l'attaque des Athéniens, vous aurez la colère des dieux qui va être là et qui va vous apporter beaucoup plus de calamités qui vont noyer votre cité. C'est assez simple, on joue un peu tous en même temps et on a des petits meeples qu'on va poser sur les différents endroits des péninsules. Chaque péninsule a vraiment ses spécificités. Généralement, c'est récolter des ressources qui vont nous permettre justement de construire le portail magique. Mais il y a aussi la bibliothèque qui, elle, permet d'aller chercher des petites cartes inventions comme ça, qui ont soit des effets à jouer quand on veut, mais immédiats, soit des actions qui vont nous aider pendant tous les tours. Ça apparemment ça a été il y a plus de cartes bibliothèque comme ça savoir que dans l'ancienne version. Okay. Et une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur où se placer, on va faire nos actions qui sont soit des actions immédiates quand on se place dessus, il y a un certain nombre déjà d'emplacements, hein, plus ou moins, on peut être que tout seul ou pas. Il y en a d'autres, c'est en lançant des dés, il faut atteindre des valeurs minimum. Après vous avez aussi des endroits où vous allez pouvoir faire de la conversion de ressources pour avoir des ressources bien plus puissantes et aussi récupérer de la, comment ça s'appelle, l'énergie antique, un truc comme ça. Ça c'est quand vous allez au centre et ça va vous permettre un peu de pimper soit vos dés, un peu tricher sur les valeurs ou mettre un mur qui va protéger une des péninsules de la montée des eaux. Et une fois que chacun a fait son tour, on va piocher des cartes de calamité, un peu à la pandémique, qui vont nous donner des péninsules qui vont s'immerger. On commence toujours par tout au bout et ça monte comme ça. Donc là, vous voyez ici les deux premiers ont été engloutis. S'il y avait vos petits gars dessus, vous les récupérez, hein. Ils sont pas noyés, ils sont sympas, je sais pas, ils ont appris à nager je pense. Et donc c'est à ça que servent des fois les murs magiques déclenchés par les pouvoirs. C'est que si à un moment là il y a une carte qui dit cet endroit doit être immergé, ça pète votre mur et c'est pas immergé. Voilà, c'est un petit blocus. En plus à chaque fin de manche, on va se mettre d'accord par rapport à la colère des dieux sur combien... Vous voyez, là. Ici, vous avez un petit marqueur. Au début, vous avez 0 lieux qui sont immergés par la colère des dieux. Et puis, au bout d'un moment, vous en aurez 1, puis 2 et puis 3 qui vont s'ajouter en plus à ceux que vous piochez à chacun de vos tours. Ok. Voilà, donc, les dieux, ils sont là. Allez, faut que ça coule. Voilà. Et sauf que là, ces chiffres-là, vous vous mettez ensemble d'accord sur quelle péninsule vous voulez que ça sombre. C'est pas des cartes qui vous imposent, là c'est la péninsule de la forêt qui sombre. Non, vous vous mettez d'accord, vous dites bon, ok, allez, celle-là elle est moins grave, c'est moins avancé, etc. etc. Autre différence avec la première version, ce qui est cool, c'est que les emplacements les plus stylés, donc ils mettent plein de ressources, plein de gains, et avec des valeurs pas trop dures à obtenir au dé, c'est toujours les bouts de la péninsule. C'est les premiers trucs à couler, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais aussi qu'en fonction des morceaux du portail magique que vous construisez, déjà il faut les ressources, mais ça aura des pouvoirs soit immédiats, soit des lieux de placement d'ouvriers qui vont un peu compenser le fait qu'il y a des endroits qui vont disparaître et donc il n'y a pas assez de lieux pour poser ces ouvriers. Donc voilà, ça aussi ça a été amélioré. Avant c'était vraiment que des effets immédiats. Là ces emplacements de pose d'ouvriers, c'est nouveau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Atlantis Rising, distribué par Lucky Duck Games. Allez, c'est Alex. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Je viens de subtilement priver Antoine de son micro. Je sais pas, Alice, tu... Oui, du coup c'est plus simple, je vais donner à Antoine mon micro. C'est plus simple, voilà. Incroyable, je récupère la parole. Voilà. Aujourd'hui sort officiellement Solstice, un jeu uniquement pour 2 joueurs de Bruno Catala et de Corentin Lebras. C'est magnifiquement illustré par Goro Bay. C'est un jeu, donc comme je disais, que pour 2 joueurs, c'est un jeu compétitif, c'est un duel. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a une vidéo qui est sortie avec Corentin Lebras et Bruno Catala qui présente Solstice sur un monde de jeu. Et Bruno Catala explique le jeu, donc il le fait probablement mieux que moi. Il le fait fort bien, c'est vrai. Il le fait très très bien. Il faut dire que cet homme a quand même l'habitude, il est dans le milieu depuis très très longtemps. C'est un jeu dans lequel il dit s'être inspiré, avec Corentin du coup, de l'Anafuda. Et effectivement, c'est un jeu qu'on va appeler un jeu avec une mécanique de capture. C'est-à-dire que dans Solstice, ici, on va avoir
pour but de marquer le plus de points de victoire, et ces points de victoire-là, on va les marquer quand on va, au fur et à mesure, découvrir un paysage qui est ici entièrement représenté, avec du coup une montagne, des arbres, des petits chemins empruntés. Vous verrez, des fois, il y a des petits lumberjacks qui traînent des fois dans le décor, donc c'est très cool. C'est un jeu effectivement édité par les Lumberjacks. C'est 15 minutes la partie, ça passe à partir de 8 ans. Et on voit ici en plus qu'il y a sur le pan de la montagne différentes couleurs et différentes valeurs. Donc les valeurs en général vont de 1 à 10. Et ensuite il y a différentes couleurs. Et ça va pouvoir vous aider justement à reprendre les tuiles et à les placer correctement dans votre montagne. Donc le but du jeu, c'est de faire le plus de points. Ce qui fera des points, c'est la découverte de votre paysage. Au début de la partie, on va mettre 6 tuiles face cachée, puis 6 tuiles... Je vais le refaire, hop. 6 tuiles face cachée et 6 tuiles face visible par-dessus. Ce sera en fait notre rivière de tuiles, de cartes si on veut. C'est que des tuiles en bois, c'est très cool. Là ça c'est en carton, mais ça c'est en bois. Assez agréable à manipuler, c'est très plaisant. Et on va tous commencer avec 3 tuiles en main. Ces tuiles correspondent toujours à des parties de la montagne, tout simplement. Et on appelle ça un jeu de capture, pourquoi? Parce qu'à son tour de jeu, ce qui est très simple, c'est qu'on va jouer un morceau de sa montagne qu'on va placer dans l'emplacement qui correspond. Donc là c'est un 2 orange, donc je vois qu'orange c'est la deuxième ligne et que 2 c'est vraiment la deuxième colonne, donc je le mets dans la colonne 2 qui sera par là. Mais quand je fais ça, je vais pouvoir aussi récupérer une tuile que je vais poser également, qui appartient à la rivière ici de carte, mais qui devra être soit de même valeur, soit de même couleur. Donc là potentiellement avec le 2, je peux récupérer le 8, mais je peux récupérer aussi le 1, mais je peux éventuellement récupérer le 2 rouge. Donc là je choisis. Je me dis, tiens, est-ce que je veux compléter ma colonne de rouge? Parce que comme je sais que le rouge est en bas, ça me fait 2-2 comme ça d'un coup. Ou alors je me dis, non, je vais plutôt prendre le 8, parce que ça peut avoir aussi un intérêt de récupérer le 8 dans mon cas. Ici, on va dire que j'ai déjà cette montagne-là. Okay. Je récupère le 2, je le mets là. Et le 8, je le pose ici. Je vais également pouvoir récupérer ensuite, piocher immédiatement une nouvelle tuile pour toujours compléter ma main à 3. Tout simplement. Ça, c'est vraiment la mécanique de base, donc il n'y a rien de compliqué. Ce qui est chouette là, dans ce cas-là, pourquoi je fais ça, c'est qu'en fait vous aurez des fois des petites conséquences en plus, notamment sur le fait de pouvoir faire un carré immédiatement de tuiles. Quand vous faites ça, vous allez récupérer des animaux que vous allez découvrir dans la montagne. Les animaux ont différents fonds, soit c'est un fond marron, enfin neutre entre guillemets, soit un fond bleu. Les fonds bleus font des points de victoire sous différents critères, et les marrons font des effets immédiats qui peuvent vous avantager sur le moment, redistribuer un peu la pioche, aller chercher tout ça. Voilà, c'est vraiment pour avoir un peu plus de contrôle. Donc là, par exemple, si aucun des deux m'intéresse, je peux décider d'en révéler 2 autres. Mais par contre, je vais devoir en choisir un parmi les 2 que je viens de piocher. Okay. J'ai refusé ces 2-là, j'en choisis un parmi les 2. Je pourrais me dire, tiens, je vais faire le pouvoir de l'aigle parce qu'il est cool à ce moment-là. J'ai pas tout le détail des pouvoirs, mais ce qui est très bien fait, hop, vous avez une aide de jeu que vous retournez ici. Et là, vous avez tous les petits pouvoirs des animaux. Donc voilà, pour le coup, ça c'est pour les petits animaux. Il peut arriver, si jamais je révèle une tuile, bon là évidemment dans l'exemple je n'en aurai pas, je vais virer ça, ce sera peut-être... Mais voilà, je vais pas... Ah si, voilà, je vire ça, hop, je mets celui-là, voilà. Il est possible que j'essaye de capturer une carte, mais qu'il n'y a pas de match. Parce que là, je me dis, je prends un 10, vert, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de 10. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je fais ce qu'on appelle une seconde chance, je révèle une deuxième tuile, cette tuile-là me permet de récupérer quelque chose et a un lien avec celle-ci, je peux les poser, il n'y a pas de problème. Là, je fais une capture en fait. En admettant que je révèle un truc que je ne puisse toujours pas capturer avec, dans ce cas-là, je vais pouvoir récupérer un petit arc-en-ciel, et ça permet justement de faire office de joker, donc ça complète une zone de mon choix. Ok. Tout simplement. Ça, et après cette carte là évidemment et voilà. Donc forcément quand j'ai moins de chance je vais récupérer du coup un arc-en-ciel, donc un joker, mais en contrepartie les tuiles que j'ai pas pu placer elles restent là en fait malheureusement, elles sont dans la rivière. Donc il y a un côté aussi on va donner entre guillemets du choix à l'adversaire. Je vous ai presque, je pense, tout expliqué. Ouais non, j'ai rien oublié en particulier, je ne crois pas. Il y a de manière plus précise les points. Vous allez tenter de faire des grandes zones parce qu'à la fin de la partie, donc quand il n'y aura plus de tuiles en fait, quand on aura tout joué, on va compter votre plus grande zone et vous allez marquer 1 point par tuile qui est directement connecté. Donc là par exemple si je finis avec ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ma plus grande zone, j'ai 6 points. Ensuite il y a tous les animaux, quand vous les avez récupérés, vous savez que quand vous faites un carré, vous les placez directement dessus. Donc là par exemple, c'est 1 point par arc-en-ciel. Là j'ai un arc-en-ciel, donc celui-ci me fait 1 point. Mais on va compter ça aussi. Okay. Donc les animaux feront des points. Et potentiellement, vous allez voir qu'au sommet de la montagne, vous avez des feux. Donc là, par exemple, j'en avais un tout à l'heure, mais j'ai dû le remettre, il a dû être caché. Voilà, là, par exemple, ça, c'est un feu. Bien joué. Les feux peuvent vous faire des points à condition qu'ils soient reliés. C'est-à-dire qu'en fait, celui-ci, il est en haut, donc c'est un 2 bleu, il est plutôt par là. Si jamais il est connecté
jusqu'en bas de la montagne. Ok. Et ben dans ce cas-là, il sera validé parce que le feu du coup est relié à un de faire chemin. un sentier depuis le bas de la montagne. Exactement. Et donc s'il est connecté, ça rapporte des points. Mais évidemment, si vous n'êtes pas trop habile comme moi à pouvoir faire des points avec les feux, vous pouvez aller chercher, je crois, c'est la coccinelle. La coccinelle, elle fait des points par feu que vous n'avez pas réussi à allumer. Donc c'est plutôt cool parce que c'est rentable dans le sens où des fois vous prenez des tuiles, vous dites ouais super, j'ai mis 3 feux là-haut et j'ai pas réussi à les rallumer. Par contre, comme j'ai fait un carré ici, j'ai pioché, j'ai trouvé la coccinelle, je suis allé la prendre et du coup j'ai pu gagner des points grâce justement au feu que j'ai pas validé. Ce qui est plutôt cool, et je trouve que là c'est un peu la patte des auteurs de pouvoir offrir un jeu avec des mécaniques simples, mais avec dans cet aléatoire de tirage des possibilités. On a toujours du choix, on a toujours moyen de se rattraper. Certes, on ne fait pas de points ici, mais on en fera d'autres là-bas. Voilà, jeu très accessible pour le coup, très très bien édité une fois de plus, parce que là on a des petites tuiles en bois qui sont très chouettes à manipuler. Oui, les Lumberjacks, c'est une fois de plus du carton très solide, donc c'est cool. On va pas dire bon, est-ce que vous avez des protège-cartes pour Solstice? Non, il n'y en a pas besoin parce que le matos est une fois de plus de bonne qualité. On va se retrouver maintenant, je pense, derrière le comptoir. Hop, c'est pas grave, ce sera toi et moi. Normalement, ça devait être Antoine. Improviser une fois de plus. Oui, attends. Alors la mission. C'était toi. La mission, chers amis, faire un derrière le comptoir où on n'oublie rien. Est-ce que vous pensez qu'on en est capable? On va pouvoir le faire. Je fais tomber la veste. Oui, il fait un peu frais. On commence par le retour en stock. Oui. On a D'Orgé de Blé qui est un super jeu qui est de retour en stock. Si vous ne connaissez pas D'Orgé de Blé, il faut vous y intéresser parce que c'est un super jeu de gestion de ressources, de combo de cartes avec des illustrations un peu à l'ancienne. Et de draft un peu aussi. Et de draft, il y a un peu de tout. C'est des super mécaniques qui sont très très bien imbriquées. Très très bon jeu D'Orgé de Blé. Pas du tout mon genre normalement, mais lui je l'adore. C'est très bien fichu. Ça attend, parce que ça va être Antoine à travers la caméra. Oui. Ça, nouvelle gamme de justement Magic Universe machin là, Cinématique Universe. Alors là c'est une série classique de Magic, ça fait partie des extensions normales va-t-on dire. Oui, mais quand même dans un autre univers quoi. Enfin, c'est toujours dans un autre univers Magic, c'est le principe. Et donc ici nous sommes dans une ambiance western et on va retrouver certains personnages bien connus des extensions précédentes. Heureusement qu'il est là, parce que j'aurais juste dit... donc on a le bundle, on a les boosters, mais je crois pas qu'il y ait de commandeur, pour l'instant. Non, voilà. Effectivement. Ok, donc bundle et booster. On a ce magnifique coffret qui brille. Garmadura, Pokémon de type armure de feu. C'est Gamorax, non? Ah non, c'est pas. Alors j'ai lu ça derrière en fait, vraiment ne comptez pas sur mes connaissances. Ça brille, même le dos il brille, tu vois, je peux dire qu'il n'y a pas de reflet, mais... c'est ouf. Bon, voilà, nouveau Pokémon. Et le dernier plateau avec petit Ella. Et le goodies, c'est pour Mind Map et Sunrise Avenue. Et derrière, vous avez une magnifique quatrième de couverture de chronologique. De superbes magazines qui présentent des jeux. Alors, il y a des goodies en général dedans. Oui, Mind Map, d'accord. Moi, il me tente de lire l'article sur Ella. Vraiment. Et il y a une carte derrière. Oui, Sunrise Avenue, je l'ai dit. Il faut m'écouter dans la vie. Oui, effectivement, je pense que toutes ces informations, tu les avais données. Voilà, là il y a du Bomb Buster aussi, un petit truc en plus à découper soi-même. Il a l'air cool. Oh, chronique mais c'est toujours intéressant à lire, plateau. Ouais, voilà. Alors attends, que j'en trappe. Ah, ça! J'avais grave aimé à Vichy. Coop. Ça c'était trop bien. Sur Cat in the Box qui revient un jour. Oui, prochainement. Quand on ne sait pas la date, on dit prochainement. Exactement, c'est la formule magique. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très mignon. Je regarderai ça de plus près comme beaucoup d'entre vous, vous devriez le faire. Maintenant, Antoine, à travers cette caméra, que peux-tu nous dire de cette extension de forêt mixte, la première du nom? Eh bien, ça va rajouter des cartes. Il va y avoir tout un nouveau tas de cartes d'espèces. Il va y avoir 2 espèces d'arbres, notamment. Ces cartes, donc qui viennent de l'extension alpine, elles vont avoir des petits symboles de montagne dessus et elles vont plutôt synergiser entre elles. Donc, si vous arrivez à vous lancer dans une stratégie full montagne, ça peut être assez puissant, évidemment. Le but, c'est d'essayer d'empêcher les autres joueurs d'y parvenir. Et j'ai pas grand-chose à dire de plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait des cartes qui fonctionnent, qui synergisent déjà avec les précédentes, mais qui ont une synergie entre elles. Je pense notamment aux lièvres, me semble-t-il. Vous allez pouvoir faire des combos de lièvres avec les lièvres du jeu de base, mais les lièvres de la montagne vont pouvoir comboter aussi. Et notamment, ce qu'ils ont pensé, c'est que le fait de rajouter plus de cartes, ça allait un peu diluer le jeu. C'est pas une mauvaise chose, puisqu'il y avait un combo qui était avec les prédateurs, les loups qui mangeaient les chevreuils et autres cervidés. Et ça pouvait être vraiment, vraiment puissant. Et du coup, les cervidés vont se retrouver un peu plus dilués. Donc,
le combo qui était vraiment ultime, eh ben, il est toujours ultime, c'est juste qu'il sera un peu plus difficile à aller chercher. Voilà en gros pour forêt mixte. Très bien. Alors, on n'a rien oublié, j'espère. Voilà. Wow, On n'a rien oublié. On espère. franchement, je nous félicite. Bon, bah on se retrouve du coup pour le focus. Hello, coucou, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo de focus sur Chapardeur qui est dans la collection Ambiance de chez Matago. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs. Oui, il y a une variante à 2 et qui dure 15 minutes environ. C'est une réédition de Crossing pour ceux qui connaissent. Voilà, on y a joué et tout à l'heure et on a effectivement retrouvé les bonnes grosses sensations 100%. de Crossing, du fun avec pas grand chose et ça marche direct. Je te laisse la main pour expliquer ce qu'était Crossing et comment ça a été retranscrit dans Chapardeur. Ok, donc un jeu qu'on n'a pas vu en boutique depuis 4-5 ans, hein, quelque chose comme ça. Au moins, ouais. C'était un jeu dans lequel il y avait une histoire de lutin, de diamants, etc. Et surtout, c'est un jeu de guessing où à chaque manche, on va rajouter des petites ressources. Alors dans Crossing, c'était des diamants sur des champignons, mais là, dans celui-ci, ce sont des poissons sur des petits... Je sais pas, en gros, il faut aller pêcher des poissons. Et nous, on joue des pirates chats et on va aller pêcher des poissons. Chapardeur. Le principe, c'est que à chaque manche, on va faire 1, 2, 3 et on va aller indiquer l'une des petites tuiles. Alors soit une tuile où il y a des poissons parce qu'on veut ces poissons, soit une tuile chez nous pour protéger les poissons qu'on a gagnés au tour précédent et pour les empocher. Le truc, c'est que si je suis tout seul à montrer une tuile, c'est parfait, je les empoche, je les mets sur ma petite tuile personnelle. Si nous sommes plusieurs à montrer cette tuile, personne ne prend rien. Le dernier cas de figure, c'est de montrer, hop, comme ceci, la tuile chez moi en la protégeant. Là déjà je protège comme ça des vilains malotrus, je vais les valider pour de bon. Par contre pendant une manche je ne joue pas, voilà. C'est 100% des règles, hein. Les règles c'est vraiment ça, à part le scoring. Oui. Nous avons plusieurs couleurs de poissons. T'as pas ton téléphone toi? Si, non, je l'ai pas sur moi là, mais c'est pas grave. Il y a les poissons blancs qui font 2 points, il y a les autres poissons qui font 1 point individuellement, mais ils existent en 3 couleurs, jaune, bleu et rouge, et quand vous avez un trio gagnant, vous faites 5 points. Voilà tout simplement. Est-ce qu'on se fait pas une petite manche? Je suis carrément partant. Carrément, tiens, c'est 2 par petit coraux. C'est 2 dans la mise en place, et quand un lieu est vide, on remet 2. Oui. Et quand il y en a un qui est toujours... On remplit toujours de 1, et quand c'est vide, c'est 2. Parfait. Voilà. 1, 2, 3. Évidemment. Personne ne prend rien. Ok. Attends, faut renouveler. Oui. J'étais chaude là, j'étais chaude. Ok. 1, 2, 3. Parfait. Donc Alice ne sait pas jouer, hein, vous l'avez vu. Oh, mais il lâche mon spot de pêche là. 1, 2, 3. Ouais, je savais. C'est pas vrai. C'est ça, battez-vous. J'ai protégé habilement, donc je joue pas la manche qui arrive. Et là. Protéger habilement. Ça commence déjà à râler. J'adore ce jeu parce que c'est chafouin dans tous les sens. Elle va se protéger, elle va se protéger. 1, 2, 3. Je me suis effectivement protégée. Ça chicane à mort. Ok. Alors attends. Il est bien plein mon petit bateau. Oui. Ah oui, non, je suis toujours pas là. Allez-y. 1, 2, 3. Très bien. Ah pardon, remets 2. Allez, tu reviens en jeu. Oui, je reviens. 1, 2, 3. Ah, mais arrête de cacher les trucs là. Partage Hop pour les là. copains. 1 ici, 2 ici. 1, 2, 3. Parfait. Vas-y. Cette partie se déroule à merveille. Ah, ça va pas du tout. 1, 2, 3. Ah, il a perdu un poisson. Un homme à la mer. Ah bah on peut jouer 1, 2, 3. Ah mais... Pardon. Désolé. Ne refaites pas ça à la maison. C'est celui-là là? Oui. Il y a des trucs qui ont été remis dessus ou pas? Non. Ok. Non, il y a trop d'émotions qui est sortie de mon corps. 1, 2, 3. Yes. Bien joué. Yes. Joue mieux là. Attention, je viens chez toi au tour qui arrive. Allez, viens. On va toucher. 1, 2, 3. Ouais, non mais tu crois que j'allais laisser Spacton? Alors. J'ai mon téléphone. Ouais, comme ça je vais pouvoir faire quand même un petit plan. 1, 2, 3. Hop. Des petits poissons. Moi je reviens en jeu. Ok. 1, 2, 3. Oh. Pas vrai. Ah mince, pardon, j'ai pointé, j'aurais pas. Ah, chou. C'est pas grave, vous étiez deux dessus, ça change rien. Ouais. Ok. C'est bon? C'est bon, là maintenant je peux jouer. Allez. Moi je vais là où il y en a le moins. 2, 3. Il va vraiment là où il y en a le moins en plus. On sait jamais avec lui.
1, 2, 3. Très bien. Donnez-moi le poiscaille. Je suis parti un peu tôt. Je vais arriver. Petit poisson. 1, 2, 3. C'est un enfer. Je joue n'importe comment, je pars trop tôt. Je choisis pas ce qu'il faut. Je sais pas si on va faire toute la game, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, bah oui, moi ça me va parce que je vous ai éclaté donc ça me va. Il en restait encore un peu, mais en gros, éclaté, presque sur la fin. éclaté. Non, je Oui, pense que- alors fin de partie, on l'a pas dit quand il y en a plus. Voilà, quand il y a plus de petits poissons dans le sac, on fait un dernier tour et c'est parti. Alors, attendez, moi j'ai un. Non mais on compte pas, ça sert à rien, c'est pas la fin de la partie. Si, on compte, on Ça compte. se joue à plein de choses. 5. Hop. Et on s'en fiche. Ça fait combien ça? Quelqu'un peut compter pour moi s'il vous plaît? Non, ça fait 12, voilà. Alors attends, 5 et 5, 10 et 5, 15 et 5, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Super. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, pareil. Pas vrai. J'ai battu, ok. Alors tout à l'heure, c'est lui qui a gagné parce qu'avec Antoine, on restait sur le même endroit pendant C'est toi, 3 tu vas tout le temps là où je vais. à chaque tour. Donc voilà, c'était pas une partie complète de Chapardeur, mais vous en avez eu un bon aperçu. Donc voilà, ça sortira en septembre, c'est ça? Tout à fait. Allez, à bientôt. J'ai chez des Jeux cartes Cartes Bordeaux.